Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment structurer sa boîte pour scale en 2024. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu dois tout gérer. Toutes les responsabilités reposent sur toi et donc c'est très chronophage, tu n'arrives pas vraiment à déléguer et même si tu travailles avec quelques prestataires qui t'aident sur ton business, tu te disperses trop. Euh, les tâches que tu donnes à tes prestataires ne sont pas vraiment précises et donc tu n'arrives pas à vraiment te focus, à te concentrer sur de la création de contenu, par exemple, qui peut être le cœur de ta stratégie d'acquisition de clients. Et en soi, cette situation, c'est épuisant. Je le comprends parce que je suis passé par là et tu as du mal à travailler vraiment sur les choses qui sont importantes pour ton business pour faire croître ton activité. Et donc, tu te retrouves 24 heures sur 24 la tête dans le guidon. Maintenant, peut-être que tu as déjà essayé de tout organiser sur Notion et de mettre toutes tes équipes sur Slack, mais comme tu l'as remarqué, ça suffit pas. Tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Ton énergie, elle baisse de jour en jour parce que tu es trop dans l'opérationnel et tu dois faire du micromanagement. Ça t'use parce que tes équipes n'ont pas des tâches claires. Maintenant, tu vas sûrement te demander qui suis-je pour te parler de ça? Est-ce que je suis vraiment légitime de te dire tout ça et de parler de la solution que j'ai pu trouver? Pour me présenter rapidement, je m'appelle Baptiste. J'ai fondé l'agence Monétrise avec mon associé William Waquet et on est passé de 2 personnes à plus de 40 personnes en moins de 4 mois. Donc on a dû faire face à des gros challenges et bien entendu, on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager vraiment la clé pour vraiment avoir une structure, pour structurer correctement ta boîte et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Maintenant, comment cette solution va complètement révolutionner ton activité? Premièrement, déjà, tu seras plus perdu. Toutes les tâches à faire seront vraiment précises et tu travailleras sur les choses qui auront de l'impact. Donc, par exemple, si la création de contenu, c'est ce qui te ramène le plus de clients, eh bien, tu seras en capacité de consacrer plus de 80% de ton temps à faire de la création de contenu. Tes pensées vont être beaucoup plus claires, tes prestataires vont savoir quoi faire, quand le faire et seront responsables et impliqués. Et ça, c'est le plus important. Si tes prestataires ne sont pas autonomes sur la manière d'agir et de gérer les situations complexes, forcément, tu devras toujours faire du micromanagement, ce qui est ultra chronophage. Et donc, tu travailleras enfin sur ton business avec une vision aérienne et pas dans ton business. Donc aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, c'est un organigramme et le SOP, Standard Operating Procedure. C'est parti. Donc là, on se retrouve avec une vue d'ensemble sur la structure, enfin l'organigramme d'une boîte qui permet en fait de structurer et que chacun ait ses responsabilités et que tout soit clair d'un point de vue global. Avant de voir cet organigramme, déjà, il faut comprendre le concept que le business, enfin en tout cas moi, je vois le business sur 3 chemins vraiment différents. On a le chemin de l'expérience de tes prospects, le chemin de l'expérience de ta team et le chemin de l'expérience de tes clients. Chaque chemin doit être optimisé. Je prends un exemple pour nous. Notre expertise avec William chez Monétrise, c'est tout simplement de scale des infopreneurs sur le côté marketing, sales, process, infrastructure, enfin tout ça, tracking, ads et tout. Comment on fonctionne? On optimise l'expérience de nos clients, donc les infopreneurs avec qui on travaille. On va optimiser le chemin avec un dashboard avec toutes les KPI sur Databox. Donc, je vais pouvoir mettre sur un grand dashboard plein de petites cases dans lesquelles on va retrouver le taux de conversion équipe, on va retrouver le cash collecté, le CA, le CPL, le coût par lead. En fait, toutes les KPIs les plus importantes vont se retrouver tout simplement sur un dashboard qui est bien clean, bien lisse, dans lequel tous les clients vont pouvoir regarder, se réveiller le matin et voir la santé du business avec un petit coup d'œil. Et donc ça, l'expérience client, juste avec ce dashboard, elle est vraiment optimisée parce que la plupart des agences, quand ils travaillent avec des clients, ils font pas ce travail en amont où ils vont pouvoir regrouper toutes les datas et que ce soit ultra clair pour eux. Donc ça, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client, pardon, et on a vraiment optimisé ça. Ensuite, on a optimisé l'expérience de nos équipes avec une vraie infrastructure. On travaille avec les meilleurs logiciels. On a toutes les automatisations pour que ça soit simple en fait, tout simplement à manipuler, pour qu'on ait
un maximum d'autonomie, de liberté et de focus sur les tâches qu'on a à faire. Et on a tout ce qui est process compta. Pour nos clients aussi, on a le process des factures parce que forcément c'est un peu chiant. Là pour nos équipes, on calcule les coms et tout, enfin tout se fait en interne et on leur enlève une grosse part du travail. On fait toutes les vérifs, etc. Donc nos équipes peuvent vraiment se consacrer à leur job plein temps. Donc si c'est du closing, si c'est du setting, du process management, enfin tous les aspects, au moins c'est clair. Ils ont un truc à faire et let's go quoi. Ensuite, on a tout ce qui est l'optimisation des leads et des clients. Donc par exemple sur les clients, on va optimiser l'onboarding. Pour les leads, ce sera le marketing, le funnel, les emails. Ensuite, pour les clients, ce sera le product design, la communauté. On va créer un process de recrutement pour des coachs, dans la formation pour animer tout ça, etc., pour que ce soit plus intense, plus vivant, et pour que les élèves aient plus de résultats. Donc, en fait, on va optimiser tous les chemins. Il faut vraiment voir le business d'un point de vue un peu global. Et donc, pour ça, en ayant cette vision, on va pouvoir designer un organigramme qui nous correspond. Là, l'organigramme est vraiment spécifique pour les infopreneurs qui veulent scale. C'est notre expertise, donc on va pas regarder l'infrastructure et l'organigramme d'une marque e-com parce que ça nous intéresse. Enfin, c'est pas du tout notre cœur de métier. Donc voilà, on va s'occuper sur la structure d'une boîte d'un infopreneur qui veut scale. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Là, pour l'exemple, on a premièrement la vision et la mission de l'entreprise. Ça peut paraître bullshit. Moi, quand je l'ai entendu en premier lieu et qu'on m'a dit que c'était le truc qui révolutionnait notre activité, je me suis dit vas-y c'est bullshit, je veux pas écouter ça. Mais en soi, plus on avance avec William, plus la boîte grossit, plus en fait la mission et la vision de l'entreprise, c'est ce qui va fédérer toute une team et qui va justement se surpasser pour les résultats de la boîte. C'est pas pour vous que les personnes travaillent, mais c'est pour la boîte, pour la mission et la vision de l'entreprise. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Donc, il faut travailler sur ça, l'entretenir, toujours mettre des OKR, des objectifs, que ce soit sur trimestriel, monthly ou weekly. Enfin, toujours avoir des objectifs avec des deadlines, etc. Ce qui va fédérer vraiment votre team. Donc, c'est vraiment un point non négligeable que beaucoup de personnes oublient de faire ou n'entretiennent pas cette vision ou ces missions de la boîte. Il faut tout le temps le répéter. Voilà. Donc, je vais pas passer 100 ans sur ça, mais on pourra le voir dans une seconde vidéo spécifiquement sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, dans la boîte, comme je vous l'ai dit, ça va se structurer en plusieurs parties. On a le côté marketing, le côté sales et le côté success client. Le côté marketing, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. On a tout ce qui est emailing, donc on doit avoir un copywriter avec pourquoi pas un head of copy qui est là pour surveiller. Moi, j'ai mis le responsable du pôle marketing et des process qui va surveiller. Moi, je suis responsable marketing et process. Donc, dès que mon copywriter écrit des emails, je vais devoir les vérifier que ça soit bien connecté à ActiveCampaign, qu'il y a l'UTM de tracking, etc. Enfin, je vérifie absolument tout ce qui concerne donc le marketing, email et tracking process. Ensuite, on a tout ce qui est CM, Community Manager. La Community Manager, elle va s'occuper de tout ce qui est publication de vos stories, de vos posts, etc. Elle va discuter avec le monteur vidéo. Par exemple, s'il a reconnu une trend qui marche à mort, tout simplement, elle va discuter avec le monteur vidéo ou vous pour justement exploiter cette trend et avoir de l'impact sur du contenu organique. Ensuite, on a le setter outbound. En fait, juste pour préciser, la CM ou le CM, il va devoir, donc community manager, va devoir être responsable de tous les social media. Et donc ça va vraiment vous enlever une grosse partie. Si vous voulez que ça soit vous, vous pouvez être vraiment votre CM. Pas besoin de recruter. Si vraiment c'est ce qui vous anime, ce qui vous permet d'avoir le plus de résultats, qui vous fait vraiment kiffer, vous pouvez être votre propre CM. Mais dans ce cas-là, vous avez votre responsabilité, au moins vous savez ce que vous voulez faire, etc. Et le monteur vidéo se réfère à vous. Le CM, il va aussi s'occuper de tout ce qui est la DA, donc s'assurer que la DA corresponde à chaque post, à chaque story, etc. En parler avec le monteur vidéo pour que le monteur respecte tous ces points. Et ensuite, on a ce qui est setter outbound. La team de setter outbound, ça peut être soit une personne, soit plusieurs, soit vraiment une team.
En fait, ça va être tout ce qui concerne le setting. Donc, setting outbound, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va tout simplement qualifier vos prospects, donc vos abonnés, ceux qui interagissent avec votre compte, soit Instagram, YouTube ou n'importe quoi, LinkedIn, qui va s'assurer de qualifier vos personnes qui interagissent et prendre des rendez-vous pour votre équipe sales. Donc, c'est très très simple, hein. C'est comme ça que ça s'organise. Il faut vraiment faire une distinction entre setter outbound et setter inbound. Un setter inbound, c'est par exemple, vous avez une LP, une page de capture, dans laquelle vous avez un formulaire d'inscription pour l'AVSL ou pour un e-book ou quoi que ce soit. Dès que la personne va s'inscrire, elle va tomber sur un CRM ou sur une database Notion, enfin peu importe. Et cette personne, ce sera de l'inbound. Parce que la personne s'est opt-in sur votre entreprise, elle connaît, elle a confiance en vous, etc. Enfin, il y a tous ces aspects. Et outbound, c'est toutes les personnes qui interagissent avec votre compte ou des personnes qui ne vous connaissent tout simplement pas. Donc, il y a beaucoup plus de travail à aller chercher sur de l'outbound parce que il faut discuter, mettre cette atmosphère de confiance, etc. C'est pour ça que principalement le setter outbound va prendre une plus grosse commission que le setter inbound. C'est juste une petite notion à remettre en place là pour que ce soit plus clair. Donc voilà, on a toute la partie CM et si toi tu veux devenir ton propre CM sur la structure de ta boîte, eh ben il faut le noter. Donc là tu vas noter tout simplement Baptiste, community manager, etc. Comme ça ta boîte le sait et dès que on devra se référer au CRM, eh bien, toute ta team va savoir tout simplement qu'il faut se référer à toi. Bref, voilà. Tu l'auras compris. Ensuite, on a tout ce qui est ads. Dans le process d'ads, on a le media buyer qui va tout simplement acheter sur les régies publicitaires et on a un creative stratégiste. Le media buyer peut très bien s'occuper de tout ce qui est créa. Donc les créas, ça va être toute la stratégie de créative sur les régies publicitaires. Maintenant, le creative stratégiste, ça peut être aussi très bien un copywriter parce que pour écrire des scripts qui ont beaucoup d'impact, ben forcément, il faut des recherches sur le positionnement, il faut trouver des hooks, des accroches, lead, body, close. Faut avoir une réflexion là-dessus. Donc, si le media buyer n'est pas un copywriter, et ben dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de vous référer à un copywriter qui va écrire toutes vos ads. Vous pouvez même avoir dans la creative stratégiste une personne qui s'occupe aussi des visuels, donc une personne qui va s'occuper des designs. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est tout ce qui est design, vous référez au community manager. Ça peut être une très très bonne idée parce que il connaît Canva ou il connaît, je sais pas, la suite Adobe ou n'importe quoi. Donc il va savoir comment créer des visuels qui auront de l'impact et qui suivent votre DA. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est côté marketing. Et derrière, il faut bien sûr un responsable qui s'assure que tout soit connecté, que tout soit automatisé, que tout roule. Parce que si on envoie, par exemple, l'email, on envoie un email, sauf qu'il n'y a pas l'UTM de tracking, ben forcément derrière, on ne pourra pas traquer les résultats, donc on ne pourra pas prendre des décisions rationnelles. Donc il faut s'assurer qu'il y ait bien ça. Si sur ActiveCampaign, on n'a pas une bonne segmentation et qu'on envoie à tous les clients alors qu'on voulait l'envoyer à tous les leads, ben aussi là c'est un gros problème. Il y a plein de trucs, plein d'aspects. Il doit toujours être présent pour ses équipes et s'assurer du bon fonctionnement du business. Pareil pour le CM. Ensuite, on a tout ce qui est ads. Si on teste une audience qui qui pue la merde, eh ben forcément il faut le responsable du pôle marketing, il doit être là pour dire je suis vraiment pas d'accord avec cette audience, on va pas la cibler, on va pas mettre de budget ici, on va cramer notre budget, donc on peut pas le faire. Bref, il va juste être là pour s'assurer du bon fonctionnement du marketing et des process. Voilà. Ensuite, on a le responsable du pôle sales. Le pôle sales, ça va se structurer comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une grosse équipe commerciale, ben ça peut vite être un brouhaha, un espèce de chaos. En fait, un pôle sales, c'est complexe. Et qui dit complexité dit infrastructure béton avec des process, des logiciels, des automatisations qui sont bien clairs, bien structurés pour éviter que ça parte vraiment partout. Donc, on a un process manager qui va s'assurer du bon fonctionnement. Comme je vous l'ai dit juste ici, l'expérience utilisateur pour nos équipes, donc une vraie infrastructure, travailler avec les meilleurs logiciels, les automatisations et le process compta pour permettre à nos équipes de travailler sur ce qui compte réellement. Donc le closer, tout simplement son job, ça va être d'avoir le plus de conversions
de taux de conversion, de closer un maximum, de faire des follow-up et qui se consacre vraiment qu'à ça. Le setter, pareil, il doit se consacrer seulement à une seule tâche. Et avec un organigramme clair, ben, vos équipes vont être en capacité de dire, OK, ben, à qui je dois me référer? OK, moi, mon job, c'est ça, j'ai ça pour responsabilité, j'ai tant de leads, j'ai tant de trucs, etc. Le process manager, il va aussi faciliter la vie du sales manager. Il va créer tout un Google Sheet de reporting, tout simplement pour que le sales manager puisse rentrer les datas et avoir des KPIs très clairs sur les performances des équipes pour pouvoir prendre des décisions. Les décisions, ça peut être OK, ben cette personne, elle a une baisse de morale, elle a une baisse de taux de conversion. On va voir ce que c'est, on va essayer de travailler sur ça en coaching. Donc réadapter ses coachings, réadapter la manière de parler, etc. Enfin, tout simplement réadapter le management. Pareil pour le setter manager, de s'assurer de tout ça. La sales team, on leur enlève une grosse partie du travail en faisant tout ce qui est process de facturation, pardon, le process de comptabilité. Ça aussi, on enlève une grosse partie de la charge mentale. Ils savent qu'on est sérieux, ils savent qu'on fait pas d'erreurs. Ils savent que tous les jours, on fait des vérifications, tous les mois, on fait des vérifications sur tous les paiements qui sont rentrés, etc. On tient au courant. Dès qu'il y a un échec de paiement, il y a une automatisation qui tombe dans le Slack pour prévenir les équipes, etc. Enfin, il y a toute une infrastructure. Et sans cette infrastructure, plus on va grossir la sales team, on peut pas avoir 20 sales et ne pas avoir une infrastructure performante. Sinon, ça va être le chaos total. Voilà. Et donc, on doit bien entendu avoir un responsable du pôle sales qui va s'assurer du bon fonctionnement général de ce pôle. Parce que le sales manager, lui, il va être vraiment concentré sur ses équipes. Le process manager sur tous les process. Le setter manager sur seulement ses équipes. Et le responsable sales, il va avoir une vision aérienne pour pouvoir prendre des bonnes décisions et ne pas être buté sur seulement la team des setters, la team des closers ou le process de manière générale. Il aura vraiment une vue d'ensemble et il va pouvoir se positionner, prendre des bonnes décisions, etc. Et notre job, c'est bien entendu de faciliter la prise de décision du responsable du pôle sales. Donc, les reportings sont clairs, etc. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu. Voilà pour tout ça. Et ensuite, en dernier lieu, alors il se peut que j'ai oublié certaines choses ou quoi, je l'ai fait un peu rapidement ce schéma. Le dernier chemin, c'est l'expérience des clients. Ok. Donc, il faut avoir un responsable du success client qui va se référer à un responsable de la communauté avec plusieurs coachs qui vont intervenir dans la communauté, qui vont animer cette communauté, qui vont faire des lives, etc., qui vont répondre aux questions, tout ça. Et on a le support client. Donc, truc assez basique, si vous avez une formation de coaching, il faut faire vivre la communauté, il faut faire vivre les live coaching et il faut bien entendu répondre à toutes les questions du support, s'assurer que l'onboarding soit bien fait, etc., tout ça. Donc, il faut mettre un responsable dessus parce que si on n'a pas de responsable du success client, en fait, on va devoir s'occuper. En fait, ça va être du micromanagement. Pareil, c'est que même si c'est des petites décisions, genre le support client, si la personne qui s'occupe du support client vient me déranger toutes les 2 minutes pour me dire ah mes trucs machin il a pas fait ça, ah l'onboarding ça s'est pas bien passé, ah le lien Discord il est perdu, mais foutez-moi la paix. Donc le support client ne doit pas interférer avec votre journée en fait. Toutes les décisions du support client, à moins qu'elles soient vraiment urgentes et importantes, non, il faut qu'il y ait un responsable qui s'occupe vraiment de la partie communauté. Sinon, votre espace mental, il va être complètement réparti un peu partout, et donc vous n'allez pas pouvoir être focus sur ce qui a le plus d'impact dans votre activité. Pour que ce soit le plus fluide possible, on a très bien vu le responsable marketing et process et le responsable sales, ils vont tout simplement faire des calls une fois par semaine ou par mois, n'importe, avec le big boss, donc l'infopreneur, qui va tout simplement diriger la boîte, enfin tout simplement le CEO, il va faire des calls. Dans tous les cas, l'infopreneur aura le dashboard avec tous les KPIs, il va pouvoir regarder la santé du business et tout, et il va pouvoir vraiment seulement se focus sur les trucs qui matters, enfin qui sont importants.
Et comme ça, il va pas rentrer, ah mais putain, les ads, ah mais il y a ça, ah merde, sur l'email, il y a pas le tracking, ah sur la team sales, il y a le speech n'est pas bon, ou n'importe, enfin, que sais-je, il aura pas 10 milliards, il sera pas sollicité 100 milliards de fois. Et ça, c'est putain, en fait, plus vous grandissez, plus votre énergie mentale et vos prises de décision sont importantes. Il faut que vos pensées soient ultra claires et que vraiment vous ayez une vision d'ensemble et que les personnes qui s'occupent de l'opérationnel daily, ben, ce soit pas vous en fait. À part si, par exemple, ce qui vous fait vraiment kiffer, c'est les ads. Ben, dans ce cas-là, vous allez interagir avec, enfin, vous allez faire le media buying, vous allez avoir des idées de créa, etc. Vous allez être créatif sur toute cette partie-là, mais tous les autres points de votre business, vous n'allez pas vraiment interagir. Vous allez interagir seulement lors des calls hebdomadaires où il y aura des reporting. Ok, bah on a tel KPIs. Ok, comment on peut améliorer ça? Ok, on a vu qu'on avait trop de refunds. Comment on peut améliorer l'onboarding client? Et c'est grâce aux chiffres qu'on peut prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que le reporting et le rôle du process manager est archi important. Et c'est pour ça que aussi le tracking, si on a un email qui performe pas ou qui performe très bien, eh ben on va le savoir parce que dans le tracking tout sera parfait. On va pouvoir prendre des bonnes décisions. Ok, ce mail a bien marché, cette promo elle a bien marché, ben on va leur relancer tous les trimestres. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne une boîte, que c'est vraiment, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a structuré, ça marche très bien et je vous conseille de faire de même. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu l'organigramme d'un point de vue global, on va voir le process de recrutement. Ok? Le process de recrutement, il y a tout simplement un typeform. Donc si vous avez une communauté, vous allez lancer un typeform avec plein de questions. On a une présélection de questions. Donc si la personne répond à toutes ces questions de manière correcte, avec une analyse approfondie, vous allez pouvoir connecter le typeform sur un Google Sheet ou sur une database Notion pour avoir tout qui est bien répertorié. En fonction des questions, vous allez pouvoir faire une présélection. Au niveau de la présélection, vous allez faire des entretiens. Et ensuite, moi, je vous conseille de faire un test 30 jours avec full mission plus SOP pendant 30 jours. Si à l'issue de ces 30 jours de test, il a tout simplement validé ces 30 jours, et ben boum, on l'embauche, c'est parti. Si pendant les 30 jours, bah, on a vu qu'il y avait certaines faiblesses et qu'il n'avait pas le potentiel que vous voulez chercher, et ben dans ce cas-là, ce sera non et il dégage. Voilà. Je vais vous prendre des exemples de SOP et exemples de missions. Donc ça, c'est les missions que j'ai données quand j'ai recruté mon process manager. En fait, sur Notion, j'ai créé une page et j'ai mis toutes les missions. Mission 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai enchaîné les missions. À chaque fois, je mettais, donc c'était soit un drapeau d'arrivée, soit un coche dès que ça a été fait. Et boum, 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 ça s'est fait, mais de manière ultra fluide. Chaque jour, il y avait de nouvelles missions qui interagissaient. Il y avait un loom complet sur ce qu'il y avait à faire, comment le faire, etc. Et la mission, donc le call to action, enfin pas le call to action, mais la mission qui lui a été destinée. Et tout était ultra clair. Sachant que un process manager à recruter, putain, c'est compliqué. Faut vraiment trouver la bonne personne. Il faut que la personne se démerde archi bien. Et il faut aussi très très bien le former. Et donc c'est la manière, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je lui ai donné tous les jours plein de missions de manière très très précise à faire avec des looms qui expliquaient tout. Bref. Et à l'issue de ces 30 jours, j'ai pu prendre une décision. Il s'avère que le process manager avait très très bien respecté ses deadlines et ses missions. Et donc c'était magnifique. On a pu continuer ensemble. On travaille toujours ensemble et je suis très content de son travail. Donc ça, c'est voilà l'exemple des missions que je lui ai donné pendant les 30 jours de test. À l'issue de ces 30 jours, je lui ai donné le poste de process manager. Ensuite, on a l'exemple du SOP. Je vais vous prendre l'exemple du SOP. Donc un SOP, comme je l'ai dit juste précédemment, non, c'est pas là, c'est ici. C'est Standard Operating Procedure. Donc c'est tout simplement une procédure claire, un process clair sur quelles sont les responsabilités de chaque personne. Et en fait, dans votre organigramme, vous allez devoir rédiger des SOP
Donc, le media buyer, il aura un SOP. L'email marketer, enfin, le copywriter d'email, il aura un SOP. Les sales, pareil. Et le responsable client, enfin, tout le monde aura son propre SOP. Ils devront s'y référer en cas de question, en cas d'incompréhension de leur responsabilité. Et quand vous avez plein de SOP sur toutes les responsabilités de votre pôle, enfin de votre boîte, eh bien, ça va être très simple de faire du turnover. C'est-à-dire que si une personne qui correspond pas à votre vision, mission de l'entreprise et qui ne fait pas un bon travail, que ses performances ne sont pas claires et pas performantes, eh bien, vous allez pouvoir le remplacer et vous allez avoir votre SOP déjà pré-rédigé que vous allez pouvoir envoyer de manière simple et rapide. Donc, le SOP, ça se design comme ça. Donc déjà, c'est la définition. Là, j'ai pris le SOP d'un enfin d'un customer community. Donc c'est quelqu'un, c'est un responsable qui va s'occuper de la communauté. Donc la définition de qu'est-ce qu'un customer community et qu'est-ce qui fait que cette personne est excellente. Et là, on explique tous les détails. Ensuite, on a tous les détails de la communauté spéciale. On a le SOP, donc l'objectif du SOP, la structure du SOP, sa mission. Donc, par exemple, là, c'est renforcer la communauté. Pour les aider au maximum dans le développement de leurs compétences et de leur activité, il faudra gérer leur motivation tout au long de la formation, qu'ils n'abandonnent pas et qu'ils obtiennent un maximum de résultats. Donc ça, c'est vraiment la mission. Daily task, dans le SOP, il y a vraiment des tâches précises quotidiennes à faire. Donc là, c'est créer un post, etc., etc. Enfin, il y a tout qui est détaillé. Envoyer des messages, message 1 avec un template, message 2 pour l'onboarding, message 3, message plus. Ensuite, collecter toutes les données. Là, ce qu'on veut savoir, c'est prendre du feedback du terrain. Donc, observer ce qui se passe, prendre des notes, comment faire en sorte d'améliorer l'expérience client. Essayer de repérer des petits points. S'il y a, par exemple, une personne dans la communauté qui n'aime pas X ou X chose, eh ben, on va pouvoir être en mesure de repérer ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qui ne lui plaît pas, et d'optimiser tout ça. Donc, feedback terrain. Rendre le travail de nos clients plus facile, quelle est la problématique qui revient le plus, comme ça on optimise notre product aussi. Donc collecter toutes les données, voilà, tout simplement, de la communauté. Ensuite le mettre sur un Google Drive et faire des reporting toutes les semaines. Progression, optimisation. Chaque jour, regardez s'il y a de nouveaux membres, etc. Chaque semaine, chaque mois. Donc ça c'est tout ce qui est daily, weekly et monthly task. Et ensuite rémunération. Voilà. Donc là on est clair sur ça. Grosso modo, c'est comme ça qu'on va pouvoir procéder et on a un SOP sur chaque membre de notre équipe. Et c'est super important de suivre ce process de recrutement de cette manière. Enfin, j'ai pas la science infuse, juste je vous dis ce que moi j'ai testé, ce qui a vraiment bien marché pour moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas d'avoir des SOP, si vous voulez pas avoir de mission de 30 jours, ben vous le faites pas. Moi, je pense que la 30 jours, c'est parfait pour voir la motivation et l'implication de la personne, pour voir si elle est vraiment motivée. Maintenant, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que tu veux scale ton activité? Est-ce que tu veux passer de 5 000 € par mois à plus de 50 000 € par mois? Je vais te montrer ici comment est-ce qu'on peut t'aider. Avec William, on a créé l'agence Monétrise, dans laquelle on scale des infopreneurs à passer la barre des 50, 100 ou 250 000 € par mois. Et aujourd'hui, on peut te proposer un audit dans lequel on va pouvoir travailler ensemble ton organigramme, tes SOP, ta structure managériale, ton marketing, tes sales, ton product, la stratégie organique et le tracking. En fait, on va faire un gros consulting gratuit avec toi. C'est le moment de connecter ensemble, de voir si tu as le potentiel de rejoindre l'académie Monétrise, de rejoindre dans cette aventure-là. Et la seule condition pour réserver ton call, c'est tout simplement de faire minimum 5 000 € par mois pour aller faire 10x sur ton activité. Donc, si tu remplis ce critère-là, let's go, on connecte ensemble, on réserve un call, on sera avec William, on va pouvoir tout analyser dans ton business, les points faibles, les points forts et pouvoir axer sur une stratégie long terme pour aller chercher des gros paliers. Je te laisse réserver ton call juste en dessous de la vidéo, on va pouvoir échanger, tu as juste à réserver le créneau qui te convient et comme ça, on se fera un petit Google Meet, on connectera ensemble. C'est toujours avec plaisir de rencontrer des personnes qui ont des gros business, qui sont sérieux dans leur business, qui veulent croître, qui veulent avoir une croissance exponentielle dans leur activité tout simplement. Voilà.
J'en dis pas plus sur ça. J'ai hâte de vous avoir tout simplement en call, en Google Meet avec William. Je sais qu'il sera ravi aussi de vous avoir. Donc, let's go. À très vite et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.